Salut tout le monde, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de PLB Club, une émission un petit peu différente. On va parler évidemment du foot anglais, du foot allemand comme d'habitude, mais on va aussi bien entendu parler du stage des Diables Rouges aux États-Unis, les 2 matchs disputés face aux États-Unis et au Mexique avec Greg. C'est une première pour toi, Greg, sur ce plateau. Sois le bienvenu. Merci de m'accueillir. Greg, responsable des sports du journal Le Soir et de Sudinfo. Salut Jean-François, tout va bien ? Ça va Philippe. Un peu fatigué les gars, est-ce que vous faites partie plutôt des lève-tôt ou des couches-tard ? Lève-tôt pour moi. Lève très tôt, oui, ça se voit aux petits yeux quand même. Un petit peu fatigué. Bon, on a un autre interlocuteur avec nous aujourd'hui et on le connaît bien, on l'aime bien, puisqu'on l'a eu déjà, on l'a accueilli dans l'Europe des 11 la saison dernière. C'est Olivier Didion qui est, est-ce qu'on peut dire ça Olivier, le principal ou le supporter numéro 1 des Diables Rouges? Non, je dirais plutôt un supporter parmi d'autres, mais oui, qui a peut-être eu la chance d'être médiatisé par moment. Oui. Tu t'es levé tôt ou tu as couché tard? Tu as regardé le match pendant la nuit, je crois. Je me suis levé tôt, oui, je me suis levé pour regarder le match avant d'entamer ma journée de travail ici à Bruxelles. Alors la photo qu'on vient de voir, elle est extraordinaire. Ça c'est évidemment Olivier version Diable Rouge. Vous avez en direct la version Olivier, je veux dire dans la vie normale. Tu m'as dit que tu partais à la Coupe du Monde aussi au mois de juin. Oui, c'est prévu. On a déjà tout planifié. Enfin, il est temps malgré tout. Et donc, on ira voir les 2 premiers matchs. On est une douzaine de personnes à partir. On ira voir les 2 premiers matchs donc, contre l'Égypte à Seattle et contre l'Iran, si ça se confirme, donc à Los Angeles. On va parler évidemment largement des Diables dans un instant. Mais avant cela, l'information, ce sont aussi les derniers qualifiés. Et il y a une grosse info, évidemment. C'est... l'Italie qui est éliminée, qui ne participe pas à la Coupe du Monde, c'est la 3e fois d'affilée. Via tutti, ça veut dire, allez, déguerpissez tous. Dehors, quoi. Dehors. Voilà. Mais c'est un drame, c'est une catastrophe en Italie. C'est incroyable, parce qu'en plus de ça... C'est une malédiction aussi, c'est la 3e fois. Le scénario du match en Bosnie, il mène à un moment donné. Oui. Et puis le scénario change. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est une année où il fallait presque le faire exprès pour pas être qualifié et pas être à la Coupe du Monde. Et l'Italie, un des pays références en Europe du football, n'est pas qualifié. Je trouve ça incroyable, vraiment incroyable. Moi, je me rappelle un souvenir pour les plus anciens qui ont connu 1994 et la Coupe du Monde. J'ai repensé à Philippe Albert, qui lui aussi s'était fait exclure dans le match capital contre la République tchèque et slovaque à l'époque. C'est vrai. Là, les Belges avaient tenu le coup. Avec ici, un grand De Wilde dans le but. Voilà. Ici, il y avait un grand Donnarumma à certains moments, mais ça n'a pas suffi. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment cette équipe, parce qu'on a l'impression d'oublier on a l'impression que ça fait 20 ans que l'Italie est à la rue. Il faut se rappeler qu'elle est quand même championne d'Europe en 2021. Oui. Comment, depuis lors, elle est arrivée à ce stade à être nulle part. Tant de haut, tant de bas et... C'est un cataclysme en Italie, vraiment. 3 Coupes du Monde sans l'équipe d'Italie. Olivier, tu es d'accord avec nous? C'est dommage. Une Coupe du Monde sans l'Italie. Allez, j'exagère un petit peu. C'est pas vraiment une Coupe du Monde, non? Non, mais pour moi, c'est une grande tristesse parce que je pense qu'en plus, on a tous des amis belgo-italiens et j'aurais voulu les voir parce qu'effectivement, ça rajoute toujours un petit peu de saveur quand l'Italie est là. Bon, on va les retrouver en Nations League, mais la Coupe du Monde, c'est un autre événement et elle devait en faire partie. Ouais. Bon, on a une petite pensée évidemment pour toute la communauté italienne de notre pays, parce que je pense qu'ils sont tous très tristes. On peut les comprendre, parce qu'on serait triste aussi si les Diables n'allaient pas à la Coupe du Monde. Ça, c'est vraiment la grosse info. Pour le reste, il y a d'autres qualifiés aussi, puisque les barrages... ont eu lieu, se sont terminés hier. Les derniers qualifiés pour la Coupe du Monde, donc la Bosnie évidemment qui a battu l'Italie, il y a la Turquie, il y a la République tchèque, il y a la Suède, donc on aura Gyökeres. Par contre, on n'aurait pas Lewandowski puisque la Pologne est éliminée. Le Congo et l'Irak sont là aussi. Le Congo, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, c'est un peu de fraîcheur. Je sais que la communauté congolaise attendait cette qualification, c'était le feu là dans la communauté. Il fallait absolument qu'ils réussissent ce match face à la Jamaïque. Donc on va voir maintenant. C'est un rêve qui se réalise pour quand même. Il y a beaucoup de joueurs de cette sélection par exemple. Exactement, qui ont évolué chez nous, qui se sont développés chez nous et qui aujourd'hui vont représenter le Congo. Mais ce qui est dingue, c'est que finalement la Suède va aller à la Coupe du Monde alors que je pense qu'elle est terminée dernière de son groupe en qualification, mais avec les systèmes de Nations League, etc. En fonction de la place qu'elle avait en Nations League, elle a été repêchée, lève-la en phase finale.
C'est ça. Bon, les Diables Rouges, on vient au Diable en stage aux États-Unis, une victoire 2-5 justement contre les États-Unis et le partage de cette nuit, un but partout contre le Mexique. De manière générale, quel est votre sentiment par rapport à ce stage? Greg. Moi, je pense que c'est un stage plutôt réussi. Je pense que, comme Nicolas Raskin avait dit, c'était l'occasion aussi d'unir, de se voir ensemble. Là, c'était l'occasion d'être vraiment, effectivement, très loin de tout. Et sur l'ensemble des deux matchs, c'est une équipe A et une équipe B ce matin. Et là, je rejoindrai ce que Philippe Albert avait dit. C'est que il n'a pas le luxe, Garcia, d'un Didier Deschamps qui pourrait aligner deux équipes qui pourraient être championnes du monde. Et ça, on l'a vu, en tout cas, contre le Mexique. Il y a encore quelques gros points d'interrogation. Et je pense que le plus gros, mais on en reparlera sans doute, c'est l'absence de Lukaku. Jean-François, ton sentiment? Je suis un peu sur la même ligne. Je ne sais pas trop ce qu'on a appris fondamentalement après les deux matchs. Après, c'était chouette qu'ils aillent ensemble vivre cet événement-là. Et puis, on a le sentiment que les trois grands absents, que étaient Trossard, Van Aken et Lukaku, voilà, il n'y a pas de raison qu'ils sortent du groupe. Non, mais c'est difficile effectivement de tirer de vrais enseignements. Il y a effectivement cette sélection qu'on a eue pour ce stage, ce groupe au sens large. Donc, il y a deux types de joueurs, deux types d'absents. Il y a les absents pour blessure et puis il y a les absents aussi parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. On va voir les joueurs qui n'étaient pas là. Effectivement, il y en a toute une série qui vont revenir parce que les Courtois, Lukaku, Trossard, Van Aken, évidemment, seront là. Morera, Fofana, ça, il faudra voir. Est-ce que les non-repris, peuvent faire une croix dessus? Ouais. Ça va être difficile. Hein? Dans l'ensemble, j'ai le sentiment que oui, sauf évidemment Courtois, c'est une certitude. Lukaku, il y a un point d'interrogation, on en parlera tantôt. Trossard, Van Aken sont pour moi des certitudes. Le reste, à mon sens, sauf... Mais je pense qu'en principe, ils ne feront pas partie de la sélection finale. Je pense qu'on pourrait même rajouter Carrasco, qui ne rentrera sans doute plus du tout en ligne de compte. Et un joueur comme Lavia, on a bien senti que Rudy Garcia ne le prendra jamais. Ouais. Un peu trop fragile, sans doute. Beaucoup trop fragile. Donc. Bon, la grande interrogation, tu as déjà légèrement abordé la question, c'est Romelu Lukaku, qui finalement n'a pas participé au stage, blessé, il a très peu joué avec Naples. Sa situation physique semble quand même assez préoccupante. C'est tendu à Naples parce que, il s'est fait soigner en Belgique, il est pas retourné immédiatement du côté napolitain. C'est pas rassurant tout cela, non? On est quand même à 2 mois. Alors, 2 mois et demi, c'est beaucoup, mais d'un autre côté, ça va aller vite. Hein. Oui, moi je serais plutôt du côté du camp des inquiets, parce que il a un côté aussi où il décide. Il s'est pas fait opérer, lui, contrairement à Kevin De Bruyne. Donc c'est, entre guillemets, le corps qui va devoir, j'ai envie de dire, se réparer au fil des semaines. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les derniers temps, alors qu'il a un super bon contact, une connexion avec Conte, il ne joue plus. Il est sur le banc à chaque fois à Naples. Et ce qu'il vient de faire ici, c'est quelque chose qui, en connaissant un peu Antonio Conte, ça passera difficilement. Ouais. Et il est capable de dire, Romelu, tu restes de côté. Et le souvenir de la Coupe du Monde 2022, où il est arrivé physiquement en dessous de tout, c'est inquiétant. Surtout que c'est quelqu'un qui, je crois, a besoin de jouer et a besoin de rythme de jeu. Comme Kevin De Bruyne a aussi besoin de rythme de jeu. Bien sûr, les prochains matchs à Naples, il doit jouer les prochaines semaines à Naples. Dans les semaines qui viennent maintenant, c'est crucial, mais je vais faire une passe à Olivier, parce qu'en tant que supporter des Diables Rouges, ça fait combien, Olivier? 4 compétitions maintenant qu'on y va avec toujours des incertitudes sur nos meilleurs joueurs? Oui, c'est toujours un peu le problème. On se rappelle tous de 2022, en tout cas de la Coupe du Monde au Qatar, où Romelu est venu à jouer un peu sur une jambe et malgré tout se montrer déterminant. Malheureusement, le ballon n'a pas tourné en notre faveur dans ce fameux match contre la Croatie. Mais on sait, pour moi, c'est l'élément irremplaçable. Et je ne vois actuellement pas qui peut jouer le rôle même de remplaçant numériquement par rapport à Romelu. On doit l'avoir avec nous. J'ai totale confiance en lui sur le fait qu'il, s'il veut participer, s'il veut se préparer, il sera là et il donnera tout pour le pays. Maintenant, il a besoin de temps de jeu et avec les derniers événements, effectivement, je pense que sa carrière italienne peut peut-être s'être terminée maintenant, ce qui est problématique pour ce qui va arriver dans 2 mois et demi. Tu as dit le mot irremplaçable, même si derrière, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont de la qualité.
voilà les backups, comme on peut les appeler, de Romelu ou Lukaku. Bon, De Ketelaere, ok, mais on sait que c'est pas un vrai neuf. Openda, il connaît une saison très difficile avec la Juve. Stassin, bravo à lui pour ce qu'il fait à Saint-Etienne, mais c'est la Ligue 2. Est-ce qu'il est prêt pour la Coupe du Monde? Et Vermaat, il est même pas titulaire à Bruges. Donc c'est compliqué. c'est compliqué. Donc c'est compliqué. Donc il y a une Romelu dépendance, dont encore, malgré tout. Et quand on voit les joueurs qui sont là, je pense que l'évidence aujourd'hui, c'est un Romelu avec un point d'interrogation, deux De De Ketelaere, avec une animation un peu différente, mais contre les USA, on met 5 buts. Ouais. Donc il faut aussi rester sur un plan positif. À un moment donné, si le constat c'est il faut aller et jouer sans lui, voilà, on a joué sans lui, on a pu marquer 5 buts 5 fois, et il a juste une autre manière d'évoluer, mais je trouve qu'il est quand même, un backup sérieux et le seul qui potentiellement, à mes yeux en tout cas, sur ceux qu'on a vus là, est tout à fait crédible. Il a beaucoup de qualités, évidemment. Parfois un petit peu fragile aussi au niveau des blessures. C'est le numéro 2 pour toi aussi, Greg. À l'heure actuelle, les choses peuvent évoluer. Sans être méchant, je dirais par défaut. Ouais. Par défaut, parce que pour moi, effectivement, on n'a toujours pas trouvé... il y avait Batshuayi. Il y avait Batshuayi, mais il n'y aura plus Batshuayi, parce que je pense que là, il est arrivé au bout du bout. Mais c'est un joueur sur lequel on pouvait compter. On savait que c'était entre guillemets, un renard des surfaces. L'avantage d'un Lukaku, j'ai eu l'impression aussi de cela contre le Mexique, Lukaku est quelqu'un aussi qui pèse sur une défense et qui, par sa présence, fait qu'il y a une méfiance. Autant contre le Mexique, je pense qu'Openda, ils l'ont regardé, ils disent, tiens, il se met à courir, on va le suivre. Mais c'est il y une avait énigme pas... aussi, Openda. Hein. il est plus du tout... il est plus au niveau international actuellement. Il faut être honnête. Pour moi, il est plus au niveau international. Et il n'a jamais été performant en équipe nationale, même quand il était à Leipzig et qu'il cartonnait à Leipzig. Ça a toujours été une difficulté. C'est peut-être la pression de se dire je suis la doublure de l'autre. Enfin, je sais pas. Reste à savoir ce qui se passe dans l'esprit. Le seul qui a la réponse actuellement, c'est Rudy Garcia. Est-ce qu'il prend, alors à mon avis, Lukaku 1, 2, forcément De Ketelaere, et puis derrière, voilà. Et si Lukaku devait ne pas être là, ce qui serait une véritable catastrophe, ce serait compliqué. Peut-être défaut numéro 9 avec Trossard ou avec... voilà, il faudra animer les choses un petit peu autrement, quoi. Garcia a dit on s'est qualifié sans Lukaku aussi. Oui. Ouais, mais Pas une qualification. Oui, une Coupe du Monde, c'est différent. Ouais. Je pense que le premier tour sera assez facile pour les Diables. Oui. Je pense que jusqu'en huitième de finale, mais à un moment donné, il va quand même falloir avoir des joueurs plus décisifs. Ici, il faut quand même reconnaître les États-Unis, pas dire sans être méchant, c'était quand même à un moment donné une défense en carton, un gardien pas exceptionnel non plus. Donc, il faut relativiser aussi cette victoire. Moi, j'ai eu plus peur, c'est sur le fait que dans les deux matchs, les deux premières mi-temps, c'est à chaque fois, en tout cas les débuts de match, on se laisse quand même facilement enfoncer et ça patauge un peu derrière, quoi. Et face à des joueurs, il n'y aura pas Lewandowski, mais il y aura encore Mbappé, il y aura Doué, il y en aura quelques-uns contre lesquels ça ne passera pas, quoi. Donc, on va parler de l'aspect défensif dans un instant, mais pour rester plutôt dans le côté offensif sur les flancs. Il y a quand même aussi beaucoup de candidats. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, après avoir vu les deux matchs de préparation ici, que Luke Bakio a marqué des points? Il a marqué 3 buts. Je pense qu'il a assuré sa place dans l'avion. Dans l'avion. Voilà. C'est déjà ça. Mais je ne sais pas si... Je ne suis pas certain qu'il soit un titulaire indiscutable au sein de cet effectif-là. Jean-François. Alors, je pense qu'il a assuré sa place dans l'avion. Oui, je confirme. Après, je trouve qu'il met des buts fantastiques, ce qui prouve son talent indéniable. Et voilà. Mais, dos au but, notamment dans ce match face au Mexique ici, il y a quand même du déchet, cette incapacité, lui, Openda et Götze dans le dernier match, à tenir des ballons. Et voilà, on avait chaque fois ce ballon qui revenait, surtout en première période. Et donc voilà. Et puis il faut noter quand même, si on veut être juste, que sur les deux matchs, dans le contenu global des matchs, Salemaker a montré quand même qu'il avait progressé ces derniers temps. Donc c'est mon avis. Je ne sais pas si j'ai le même avis que les supporters, mais c'est mon avis. Olivier, ta réponse. Oui, déjà, je valide tout ce qui a été dit, hein, mais pour moi, Luke Bakio n'est
qu'un remplaçant de luxe. Et effectivement, encore dans le match de cette nuit, si on retire, avant d'arriver à Scudjeni, il y a énormément de déchets dans son jeu. Voilà, effectivement, déjà rien que par l'abattage qu'il peut avoir, personnellement, je préfère un Salemakers actuellement. Trossard, on sait qu'il est dans les bonnes grâces de Rudy Garcia aussi, donc je pense que s'il n'est pas blessé, il sera titulaire. Mais voilà, Luque Bacchio, effectivement, il a gagné sa place hier de par trois coups de génie, enfin 2 coups de génie en tout cas sur les 2 matchs qu'il y a eu ici dans cette tournée américaine. Et voilà, et pour revenir juste sur le côté offensif, effectivement, c'est vrai qu'on a marqué 5 goals contre les États-Unis, on a marqué un goal hier, mais actuellement, effectivement, il faut se dire que si on veut gagner un match, on est, à mon avis, obligé d'en mettre 3 par match parce qu'il y a des lacunes derrière qui sont difficiles à combler sur 90 minutes. Ouais, au niveau défensif, c'est vrai qu'on sait que c'est le chantier. On va y venir dans un instant. Un mot peut-être sur Doku, incontournable, évidemment, avec ce qu'il fait à City et ce qu'il fait avec l'équipe nationale. On prie aussi le ciel pour qu'il ne soit pas blessé à un moment donné. Exactement. C'est l'élément déclencheur. Et honnêtement, au jour d'aujourd'hui, à ce poste-là, top 5 mondial. Oui. Voilà. Oui, on est d'accord là-dessus. Donc aujourd'hui, il ne peut pas se passer dans une équipe comme la nôtre, il ne peut pas se passer d'un gars comme lui qui est voilà. Et en même temps, alors juste un tout petit mot parce que il aimante tellement le jeu quand il est là, c'est parfois à l'excès. Oui, mais si vous regardez le match de très près, quand il monte la demi-heure contre le Mexique, où tout le monde se dit il va mais les Mexicains sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus rapides, ils passaient moins facilement que contre les USA. Hein. Ouais. Donc il faudra voir aussi type d'adversaire, le niveau. Comme Greg disait, la France, c'est quand même voilà. Enfin, on verra. Bon, mais c'est un élément évidemment pour nous au-dessus du lot. Ouais. De Bruyne. Bien. Pas mal, De Bruyne. Il faut aussi rappeler sa blessure, etc. Concerné, je trouve. Fit. Oui. On sait que ça se passe beaucoup dans la tête avec Kevin. Hein, Impliqué, oui. Moi c'est l'image que je retiens effectivement du match du Mexique. C'est à la mi-temps, la discussion. On voyait qu'il tirait vraiment la tête et qu'il y avait une grosse discussion avec Axel Witsel en rentrant en vestiaire. Et effectivement, ça, c'est des points positifs. Et comme il l'a dit, ici, il sent encore bien. Pas de raison qu'il arrête après le mondial. Donc c'est une bonne attitude. Effectivement, Dieu sait si on a besoin non seulement d'un talent pur comme De Bruyne, mais aussi de quelqu'un avec du caractère là dans l'entrejeu. Tu l'as trouvé comment, Olivier, notre ami Kevin, on l'adore tellement. Oui. Pas mal, hein. Vous avez dit le mot concerné, en fait. Et je trouve que quand Kevin est concerné, c'est bénéfique pour toute l'équipe. Hier, dans le match de cette nuit, je l'ai vu faire beaucoup de courses de près vers l'avant. Effectivement, je l'ai vu râler, mais justement... Ça, c'est bon signe quand il râle. Hein. Voilà, et je trouve que c'est effectivement un très bon signe. Et en fait, physiquement, je l'ai trouvé très bien malgré son retour de blessure. Donc, lui, j'espère qu'il va jouer, qu'il va reprendre du rythme, mais encore une fois, ça fait partie des joueurs dont on a besoin à 100% pour un événement comme le Coupe du Monde. Hein. Effectivement. Bon, allez, on passe rapidement au niveau défensif. On en a déjà un tout petit peu parlé, parce que c'est effectivement, je pense, le chantier principal de cette équipe nationale. On tire quoi comme enseignement ? Tout d'abord, on a joué 2 fois avec une défense à 4. Pour commencer. Le premier enseignement, c'est que c'est encore le chantier. C'est-à-dire que... Alors déjà, une évidence. On a toujours souligné l'importance dans le football moderne des phases arrêtées, etc. On prend quand même des buts sur phases arrêtées. 2 fois, ouais. Et c'est quand même les seules situations sur lesquelles il faut absolument qu'on resserre un peu. Moi, excuse-moi, ça a été le cas aussi en période en qualif. Hein, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, ça devient un peu redondant. Et en parlant tout à l'heure ensemble, on disait qu'on a ces vieux souvenirs aussi de cette demi-finale contre la France, où c'est aussi une phase arrêtée. Oui, mais phase arrêtée, on l'avait presque oublié. On l'avait mis de côté. Non, mais moi, j'oublie pas quand ça reste récurrent. Donc, est-ce que dans l'organisation, est-ce que c'est ce choix-là qu'il faut porter entre un mixte entre zone et individuel? Je sais pas, c'est compliqué. Mais en tout cas, le constat, c'est phase arrêtée défensivement. Ça concerne tout le groupe. Mais je pense que toi, tu voulais parler principalement de l'aspect défensif, les 4 défenseurs. Oui, pour l'instant, oui. Ouais. Là, on n'a plus un taulier qu'on a eu, évidemment. C'était extraordinaire. Avec compagnie, ou Vertonghen, voire Vermaelen, ou non, il n'y a pas. Oui, on n'a plus pour l'instant. Il n'y a pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... ou je me trompe, j'ai l'impression qu'il a 3 certitudes.
Meunier à droite, De Kuyper à gauche, en espérant qu'il retrouve un peu de temps de jeu à Brighton, et De Bast. Reste à savoir qui va jouer avec De Bast à côté. Si c'est un gaucher qu'on a besoin, alors c'est Théâtre qui sort du lot. Ou il y a Ngoy. Et Ngoy, ce qui peut jouer en sa faveur, c'est les relations qu'il a avec Meunier à Lille, la complémentarité qu'ils ont ensemble, et le fait que je pense que Thomas apprécie énormément Nathan Ngoy et voit que c'est un joueur qui peut vraiment évoluer un tout haut niveau. Donc voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même trois joueurs qui sortent un peu du lot. En tout cas, c'est ce qui est apparu, moi, je pense, sur les deux matchs ici. De base, sur le premier match, je trouve a montré qu'il progressait. Et en même temps, tu le disais il y a un instant, c'est pas une référence comme était un compagnie ou comme était. Oui, mais ça veut dire que tu as des certitudes sur des gens qui ne sont pas des références mondiales. Excuse-moi, mais non, mais on est d'accord. C'est la réalité. Oui, mais comparé avec la France, ils peuvent en mettre 4. Hein. Oui, mais la France, oui. Non, mais la France, je dis devant, simplement. au milieu, derrière, ils peuvent en mettre 4. Voilà. Donc, nous, il nous faudra tout un. Et j'ai encore un tout petit doute, non pas sur sa qualité dans la possession de balle, dans ses relances, etc. Mais j'aurais aimé le voir, par exemple, contre la vivacité des Mexicains, parce que ceux qui ont joué contre le Mexique ou ceux qui ont joué contre les États-Unis, c'était pas les mêmes matchs quand même. Hein, donc ça allait 2 fois plus vite du côté mexicain. Il y a Théâtre qui n'a pas beaucoup joué dans ce stage. Moi, j'ai trouvé agressif et j'ai trouvé. Oui, mais c'est le titulaire depuis pas mal de temps. Hein. Bon, il a été blessé, mais on sait qu'il avait joué je ne sais pas combien de matchs pendant un très très long laps de temps. Il revient petit à petit. Il n'y en a pas un qui est sorti au-dessus de lui pour dire non. Je suis d'accord, Ngoy, moi, j'ai trouvé vraiment intéressant. Et il y a une phase qui, moi, me reste en mémoire, c'est le quatrième but, troisième ou quatrième but, je pense, dans le premier match, avec cette longue transversale où ça fait basculer complètement. Oui. C'est magnifique. Et dans ses interventions à titre personnel, je trouve qu'il était bon. Donc, est-ce que c'est peut-être la surprise du noyau? Ça se joue entre lui, De Winter et Mekele. Olivier, ton avis sur la défense, le chantier de nos Diables Rouges? Effectivement, encore une fois, tout a été dit. Hein. Ce qui me fait un peu peur, c'est le manque de temps de jeu pour certains, et puis le fait qu'on se cherche encore un peu. De Bast, pour moi, est une certitude déjà par sa relance. En fait, c'est le seul défenseur qui ressortait réellement du lot par rapport à ça, en défenseur central. Je pense qu'il pourrait être très complémentaire avec Ngoy. Et effectivement, comme ça a été souligné, mais contre les États-Unis, on a pu se permettre quelques changements d'aile. Il y a la relance de Bast pour Doku. Je ne sais plus si c'est pour le premier ou le deuxième but. Il y a celle de Ngoy, effectivement, qui change. Maintenant, on était dans une animation où les Américains nous ont laissé beaucoup d'espace aussi pour faire ça. Effectivement, la crainte, elle reste là. Donc, il faudra quand même un grand Courtois. Comme je l'ai dit, autant auparavant, avec tous les tauliers qu'on avait, on était quasi certain de garder le 0 ou de prendre un goal. Mais ici, on est vraiment sur une autre latitude. On sait qu'on va en prendre un minimum, voire 2. Et donc, ça complique fortement les choses pour gagner un match. Sur la défense, je vais juste ajouter une chose, c'est que De Bast et Ngoy, il faut savoir que c'est 2 joueurs qui sont des amis, mais ils sont très très proches l'un de l'autre. Ils ont joué ensemble à Anderlecht chez les jeunes. Et ils ont gardé ce contact et ça peut jouer à un moment donné. Ça peut être un atout à un moment donné d'être se sentir bien à côté de quelqu'un avec qui on a avec une réelle connexion en dehors même du terrain, quoi. Ça pourrait être un élément, mais je pense quand même que... C'est pas sûr que Garcia en tienne compte. Hein, non, mais je pense quand même que dans l'expérience internationale, Théâtre a encore un... Je pense aussi, bon, puisqu'on est dans le secteur défensif, une question qui est peut-être moins primordiale, mais quand même, elle se pose, et on l'a déjà posée, le numéro 2, derrière Courtois. Ils ont tous les deux joué un match, Lamens et Sels. Je vais laisser les autres s'exprimer, moi, d'abord. Et puis après, je donnerai mon avis. Hein, mais je vais écouter je vais écouter les deux autres. On écoute Olivier d'abord. Il se mouille une fois. Non, oui, mais attends. Qui se mouille avant nous. Il va se mouiller, mais je connais déjà sa réponse, parce qu'il m'a dit aussi qu'il était grand supporter de Manchester United. Ah. Donc. Oui, mais non, mais ça, Olivier, non, il faut rester impartial. Attention. Donne ton avis. Mais... Je vais tenter de rester impartial, mais effectivement, actuellement, moi, je mets Lamens comme numéro 2, parce que ce qu'il fait, justement, depuis cette saison à Manchester, il est arrivé dans des conditions qui n'étaient pas évidentes, où il était vraiment attendu au tournant, et il a répondu aux attentes. Alors, j'adore Sels,
qui a fait une saison extraordinaire la saison passée, qui cette année a un peu plus de mal. Maintenant, voilà, on sait que c'est pour un rôle de numéro 2. Quelque part, on espère ne pas en avoir besoin, que ce soit Lamens ou Sels. Donc voilà, mais je pense que si on veut déjà se tourner vers l'avenir aussi, on doit progressivement faire confiance à un jeune qui s'est imposé dans un grand club. Donc pour moi, c'est Lamens le numéro 2. Greg? Moi, je dirais Lamens numéro 2, mais je me demande si Garcia n'a peut-être pas intérêt à un moment donné de donner une vraie hiérarchie au niveau de ses gardiens. Et dire, voilà, toi, t'es numéro 1, comme à l'époque de Mignolet, on savait que Courtois était numéro 1, Mignolet numéro 2, et le numéro 3, on l'a presque déjà oublié. Oui, mais c'est parce que les choses étaient claires. Oui. Ici, on a 2 gardiens qui... Voilà. Ben, moi, j'ai l'impression que Lamens a passé un cap par rapport à Sels, qui, lui, a montré quand même a fait quelques erreurs, notamment le match au Kazakhstan, le but encaissé contre le Kazakhstan en phase qualificative. On le sent moins serein. Moi, je trouve que Lamens, contre les États-Unis, il a fait quand même quelques beaux arrêts. Avec Manchester, il est au-dessus du lot. C'est vrai qu'il fait penser un peu à Courtois dans certaines de ses interventions, mais c'est clair que Courtois est largement au-dessus de tous les autres. Eh bien, je ne suis pas d'accord. D'accord. Voilà. Sels, Parce l'expérience de Sels. Non, mais Sels, c'était... Alors, il faudra qu'on m'explique ce qu'il a fait pour perdre son statut de deuxième. C'est déjà commencé par ça. Il était deuxième. Alors, Oui, mais il est peut-être encore deuxième, Non, puisqu'on mais- ne sait pas qui est deuxième. Oui, à mes yeux, je parle. À mes yeux, il me conserve un petit avantage. Et j'ai une autre lecture. Je suis désolé, Olivier. J'ai une autre lecture des matchs de Manchester United. J'en ai fait plusieurs. Et chaque fois qu'il y a une bourde, on lui passe sa bourde. Je suis désolé, hein. Chaque fois. Son premier match qu'il joue, il fait une sortie kamikaze, il tape à côté du ballon. On a parlé de tout, sauf de ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que c'est un gardien. Il est excellent. Bravo pour ce qu'il fait à Manchester United. Mais je pense qu'il a plus de capacité à avoir... je dirais, une erreur à un moment donné dans un match qui peut coûter. Je trouve que Sels est encore peut-être à l'heure actuelle, en termes d'expérience et de voilà, il peut être un petit peu plus stable, Plus sécurisant. plus sécurisant à mes yeux. Mais après, voilà, ça n'enlève rien au fait qu'à Manchester United il fasse des choses formidables. Mais dans la lecture de tous les matchs que j'ai vus, des relances manquées, des choses, et chaque fois ça passe au bleu parce que Manchester gagne. Ok. De toute façon, la question ne se posera peut-être pas, même si il faut faire attention avec Courtois parce qu'il est quand même fragile aussi. Hein, il a de temps en temps des petites blessures. Ok. Un dernier mot sur notre équipe nationale. Rudy Garcia, mais rapidement. Il a parfois été critiqué, notamment en phase qualificative, pour des broutilles, etc. Il fait du bon boulot? Oui, Oui, correct. Ok. oui. Avec le C'est matériel qu'il a, je trouve que, en tout cas, il l'a dit lui-même. Il a répondu à ce qu'on lui a demandé. Ouais. La qualification. La qualification, et après, rester en Nations League, en Ligue A. C'est vrai. Et donc, voilà. Olivier, il fait du bon boulot. Le groupe vit bien aussi, je trouve. Il n'y a pas de tension, semble-t-il, dans le vestiaire. Apparemment. Justement, quand on voit d'où on vient, pour reparler un peu de Domenico Tedesco, Rudy Garcia, pour moi, était la bonne personne, tant dans le noyau que dans la relation avec les supporters. Et pour moi, en fait, je ne vais pas dire que c'est indissociable, parce que la seule chose qui importe, c'est le noyau, ce qui va se passer là au mois de juin. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses, de les annoncer, parfois d'aller un peu au conflit avec certains journalistes. Mais je trouve qu'il a été durement critiqué à un moment donné où, pour moi, ça ne se justifiait pas. Donc, moi, je suis à fond, je reste à fond derrière le coach. Olivier, pour conclure ce débat des Diables Rouges, mais en tant que supporter, qu'est-ce qui est acceptable au mois de juin pour être encore derrière l'équipe en termes de résultats? Le problème, c'est que si je m'exprime en tant que supporter, pour moi, tout est acceptable parce que je resterai quand même derrière l'équipe. Mais le minimum, c'est un 8e de finale. Hein. On a un groupe. Enfin, déjà, la première chose qui pour moi, ne serait pas acceptable, c'est de ne pas être premier du groupe. On a tout à gagner. Si on termine premier du groupe, on reste vraiment dans le même environnement. On peut se permettre de ne pas changer de camp d'entraînement, de ne pas faire de trop grands déplacements, etc. Je pense qu'on doit tout faire pour terminer premier du groupe et s'ouvrir vraiment la voie vers les 8e. Et puis, après, advienne que pourra. Advienne que pourra. Mais il va falloir être solide. Oui.
Premier match, Belgique-Égypte le 15 juin, Belgique-Iran le 21 juin, Belgique-Nouvelle-Zélande le 27 juin à 5h du matin. Hein, d'accord, ben là, on sera là, vraiment en direct, je pense. Et puis, il y a quand même 2 matchs de préparation aussi encore au mois de juin. Mais là, on sera déjà avec la sélection officielle. Ce sera en Croatie contre la Tunisie. Un dernier mot, ça ne concerne pas directement les Diables Rouges. Les U21, on ne les oublie pas non plus. Jean-François, ils ont gagné contre l'Autriche. Ils sont premiers de leur groupe. Ça a été un petit peu compliqué. J'étais voir le match et donc un petit peu compliqué. Ils gagnaient à 0, pénalty manqué par Stassin, qui aurait pu peut-être rendre le match un peu plus facile. Donc ça a été vraiment jusqu'au bout, un peu le suspense. Mais là, maintenant, c'était en tout cas pour eux indispensable de battre l'Autriche, prendre la tête du groupe. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, on referme donc ce chapitre concernant les Diables Rouges et les U21. On croise les doigts pour nos Diables. On espère qu'il n'y aura pas de blessure. On espère que Lukaku va revenir, que De Bruyne va conserver sa forme actuelle et que notre ami Olivier gardera le sourire le plus longtemps possible à la Coupe du Monde. Merci Olivier, on va te laisser ici. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. On te souhaite déjà, même si c'est dans 2 mois, un bon voyage là-bas, alors, et qu'il soit le plus long possible. Même si ça va te coûter cher, on croise alors. les doigts, hein, mais en tout cas. Pardon ? Je dis même si ça va te coûter cher, plus c'est long, plus ça va être cher. Oui, clairement. Mais voilà, on va déjà profiter des premiers matchs et de l'expérience que représente une Coupe du Monde. C'est toujours tellement chouette pour un supporter. Donc voilà. Mais merci en tout cas et je vous souhaite une bonne émission et à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors. Ouais, et bonne sieste aussi, hein, puisque voilà, la nuit était un peu chamboulée par le match. À très bientôt, Olivier. C'était chouette. Merci beaucoup. Voilà. Bon, je pense qu'on a un peu tout dit. Difficile d'analyser les choses comme cela lorsqu'on est dans des matchs amicaux à l'étranger, en pleine saison, avec des changements, etc. Voilà. Allez, on revient à la réalité des championnats, du coup. On revient à la réalité des championnats, notamment l'Angleterre, dont on va parler dans un petit instant. Et un petit mot quand même aussi sur l'équipe nationale anglaise, parce que c'est aussi un pays de foot, évidemment. Et un favori. Et un favori peut-être, potentiel. Parmi les favoris. 2 matchs amicaux aussi, Angleterre-Uruguay 1-1, but de Ben White. Angleterre-Japon 0-1. Voilà, bon. Un mot sur l'équipe d'Angleterre. Juste le petit clin d'œil pour Ben White quand même, hein, parce qu'il s'est fait allumer, l'entraîneur, de l'avoir sélectionné. Et c'est lui qui marque. Et de ne pas avoir sélectionné Alexander-Arnold. Exactement. Aussi, hein. Donc là, effectivement, il y a des consultants, enfin Beckham... Lineker, voilà. C'est aussi, on donné une période de test pour Tuchel. Watkins n'était pas là aussi, par exemple, hein. Alors que Calvert-Lewin était là, donc il fait certains tests aussi. Tuchel, en Angleterre, l'actualité, si on parle des clubs depuis notre dernière émission, on va quand même rappeler, même si c'était il y a 10 jours, que Manchester City a gagné la Carabao Cup, hein, c'est comme ça qu'on dit, la coupe de la Ligue 2-0 avec 2 buts de O'Reilly. Victoire méritée, rapidement? Oui. Hein. Oui. Un bon Doku, un très bon Doku aussi. Un très bon Doku et un City qui a ce jour-là, dans cette finale-là, surclassé Arsenal. Ouais, victoire de City dans la coupe de la Ligue. C'est une victoire, je pense, qui a fait du bien aux Citizens, inévitablement. Ils ont d'ailleurs pas mal fêté cette victoire sur le terrain après le match. Est-ce que cette victoire peut avoir un impact sur la lutte pour le titre, ne fût-ce qu'au niveau mental? Est-ce que ça peut couper un peu les ailes d'Arsenal et redonner de la dynamique à City? Non, Greg? Non. Pense pas. Je pense pas. Non, je pense que moi j'ai plutôt l'impression que cette année Arsenal a l'objectif être champion et il n'y a que ça qui compte. Et donc ils ont perdu la Carabao Cup, mais l'objectif principal, je pense, pour les Gunners, c'est le titre. Ouais, d'office. Donc il y aura encore un match contre Manchester City. Donc alors justement, je vais rappeler le contexte. 9 points d'avance pour Arsenal, c'est vrai, mais avec un match joué en plus. Arsenal va à City, ce sera le 19 avril. Et il faut quand même ajouter aussi que Arsenal va jouer 2 fois en Ligue des Champions encore avant ce match. Ce sera contre le Sporting du Portugal et pas City. Non? Si. Ce sont des petites choses qui... Voilà. Mais tu te rends bien compte que je peux pas... Tu n'as pas de boule de cristal. C'est compliqué. Moi, je trouve qu'Arsenal, jusqu'à présent, ils ont parfois glissé, mais ils se sont vite relevés. Ouais, c'est vrai. Donc,
Voilà, et dans le discours d'Arteta, même après la finale, parce que finalement, ok, City a été bon, mais je trouve qu'Arsenal passe un peu à côté de sa finale. Donc voilà, il faut qu'ils réagissent, qu'ils reprennent la bonne attitude et que voilà, je les maintiens favoris pour la fin de saison. Et les Diables feraient bien d'aller chercher leur entraîneur des phases arrêtées. Ce serait peut-être utile. Oui, effectivement. Ouais, effectivement. c'est vrai. Nicolas Jauvert. Oui, Nicolas Jauvert. L'actu en Première Ligue récente maintenant. Igor Tudor, viré de Tottenham, remplacé par Roberto De Zerbi. Alors, votre avis à la fois sur le licenciement de Tudor, est-ce que ça vous a surpris? J'imagine que non. Et le choix du remplaçant. La réponse, effectivement, non. On a même cru que ce serait même plus tôt. Ouais. Puis De Zerbi, ouais, je pense qu'il avait réussi à Brighton. Hein, donc, c'est un charisme, il a de l'aura. Maintenant, Tottenham est un cimetière d'entraîneurs. Donc, est-ce qu'il va s'en sortir là-bas ou s'enfoncer après avoir fini sur une mauvaise note à Marseille? Je pense que c'est un entraîneur qui peut fonctionner à Tottenham, relancé pour, en tout cas, les derniers matchs ici. Mais puis on sait qu'il y a certains supporters qui ne sont pas trop d'accord avec lui suite à ses relations avec Mason Greenwood, etc. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'en tout cas, c'est un profil qui peut correspondre, en tout cas, dans une situation de crise. Mais voilà, il n'a pas encore non plus prouvé des choses exceptionnelles. Mais... Le départ de Tudor, relativement logique, oui. d'autant plus que en dehors, je dirais, de l'aspect purement sportif, il a comme ému sur un plan personnel, je dirais, Le décès de son papa. le décès de son papa. Et je pense que honnêtement, il ne pouvait pas décemment être dans l'état d'esprit pour sortir cette équipe de Tottenham de ce bourbier dans laquelle elle est pour le moment. Mais De Zerbi, je ne sais pas. J'ai une vraie question le concernant. C'est-à-dire qu'il y a parfois des gars comme ça, je regardais. Donc, on voit Palerme, Benevento, Sassuolo, Shakhtar, et puis tout à coup, Brighton, c'est pas non plus le top du top. Non. L'OM, où ça se passe mi-figue, mi-raisin, les joueurs, visiblement, l'aiment bien, mais parfois, il y a des grosses crises, des gros clashs, même en interne. Et puis maintenant, il débarque à Tottenham. Donc, il bénéficie de cette hype où on parle de lui comme étant un entraîneur absolument extraordinaire. Bah, je lui souhaite. Je souhaite aussi ça aux supporters de Tottenham, évidemment. Mais j'ai un petit doute parce qu'il va vouloir peut-être installer ce jeu avec les sorties derrière. Et ils nous ont déjà montré qu'il y avait tellement de déchets dans leurs sorties que j'ai un peu peur que... C'est la panique à Tottenham, hein, Jean-François aussi. C'est la panique. Un petit point d'avance sur le premier relégable. Oui, mais quand c'est la panique, est-ce que l'entraîneur qui va venir et qui va vouloir mettre un jeu dans lequel... Parce qu'il s'est fait connaître à Brighton pour ça, pour l'identité qu'il a donnée au jeu de Brighton. Il n'a pas le temps de faire ça à Tottenham maintenant. Là, il faut les sauver. Là. Donc, il faut une structure très, très, très carrée, quoi. Quand je dis c'est la panique, voilà, ils n'ont peut-être plus, au niveau de la direction, suffisamment d'influx nerveux pour faire de bons choix et pas le temps. Et 5 ans de contrat. Hein. Et 5 ans. Ça veut dire qu'à un moment donné, si ça ne va pas, parti pour 5 ans. Hein. Incroyable, hein. Oui. Je sais pas. On en parlait avec Thomas, notre ami supporter, hein, il y a pas longtemps, de la gestion de Tottenham. Mais bon, j'ai failli tomber de ma chaise quand j'entends que Tottenham, à un moment donné, reparlait de Postecoglou. Hein, donc, oui. Oui, c'est... Et dire qu'il y a des joueurs comme Kane et Modric qui sont passés par là. Ouais. Mais... Et Son, enfin il y en a beaucoup. Hein. Et actuellement, il y en a beaucoup encore. C'est un grand club, c'est un super noyau. Autre entraîneur pour lequel on s'est posé quand même quelques questions, mais il est toujours là, c'est Rosenior. Alors moi j'ai entendu certains supporters dire c'est le pire entraîneur de l'histoire de Chelsea. Bon, c'est vrai que les derniers résultats sont pas bons, c'est un peu exagéré quand même. Oui, c'est exagéré. Mais en même temps, je trouve que Chelsea, quand on parle de la gestion de Tottenham, Chelsea, sa gestion n'est pas des plus claires non plus. Et cet entraîneur-là, aller le chercher à Strasbourg en plein milieu de saison, casser la dynamique de Strasbourg, sachant qu'il n'avait pas non plus eu de grande réussite en Angleterre. On en parlait aussi. C'est des choix qui, parfois, moi, me surprennent. Je ne sais pas qui décide à ce moment-là, mais voilà. Moi, critiqué peut-être parce qu'il est un peu arrogant. Très arrogant.
dans sa communication, en tout cas, depuis qu'il est arrivé. Puis l'histoire de son petit papier là qui fait circuler dans l'équipe alors qu'ils sont menés par 4 buts d'avance. Et puis qu'il fait bon, il y a un peu de... Desbrouf. Depuis qu'il est arrivé, enfin selon peut-être on va dire les consultants anglais qui l'observent de près, etc., sont en train quand même de se poser des questions sur sa manière sa posture et sa communication et peut-être même la gestion du groupe. Et je pense qu'il a eu très chaud pendant cette période et que le club prend le pari de le garder. Mais bon. 4 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. Dans ces 4 défaites, il y a les 2 défaites aussi contre le Paris Saint-Germain. Il est toujours là, on verra la suite. Ça, c'est pas illogique, de perdre contre Paris. Non, mais c'est pour ça que je dis, il y a ces 2 défaites-là comprises. Mais une défaite quand même Cuisante, hein. à Everton 3-0 aussi. Brian, encore une petite info. Enfin, est-ce que c'était une info? Mohamed Salah a déclaré ici, durant la trêve, qu'il quittait Liverpool. Ça vous étonne pas du tout? Pas du tout. Moi, ça m'étonne pas, mais j'ai juste envie de dire que c'est triste. Parce que c'est quand même un phénomène. C'est une légende de Liverpool et quitter comme ça, c'est un peu comme Gerrard à l'époque. C'est des légendes du club et il aurait mérité une plus belle sortie, mais peut-être qu'il aurait dû sortir l'année passée. Je pense aussi, on en a déjà parlé aussi dans cette émission, Jean-François. Après, à un moment donné, toutes les bonnes choses ont une fin aussi. Du tout, puisque quand il y a eu le clash avec l'entraîneur, j'avais déjà cette intuition, ce sentiment très profond qu'il allait partir. Voilà, j'espère que ça s'éminera bien pour lui. Les résultats de Liverpool à l'heure actuelle lui laissent en tout cas la place de bien finir. Et j'espère que Slot lui permettra de bien terminer. Ce serait, même si un entraîneur ne fait pas de cadeaux, on est bien d'accord, il n'y a pas de cadeau à faire. Mais dans ces derniers matchs, je trouve qu'il est plutôt pas mal, il preste. Et donc, voilà. Et puis, peut-être juste la dernière journée, peut-être un petit souci musculaire ou un truc comme ça, pour la Coupe du Monde, non. Pour nous. On va pas se souhaiter aux autres qu'on va... Non, mais je rigole. Voilà, Marmouche aussi, du côté de City, alors. On verra. Tu n'as pas de boule de cristal. Non. Bon, si Salah veut encore terminer avec un trophée, il doit soit gagner la Ligue des Champions. Mais bon, ça ne va pas être facile puisqu'ils vont jouer le PSG, ou gagner la FA Cup. Mais ça ne va pas être facile non plus, parce que là, ils vont à City. Voici d'ailleurs le programme des quarts de finale de cette... c'est le week-end, ça. Il n'y a pas de match de championnat. Il n'y a pas de match de Premier League. C'est la FA Cup. City-Liverpool, c'est évidemment la grosse affiche. Arsenal a un tirage un peu plus facile à Southampton. Il y a West Ham Leeds. Et puis, il y a toujours, en FA Cup, il y a toujours une petite équipe. League One, Division 3, Port Vale, qui va à Chelsea. Ça, c'est le programme. The Match, City-Liverpool. On verra. On verra. Prédiction. Et attention, parce que j'ai entendu une interview de Pep Guardiola. Pour lui, la FA Cup, c'est sa compétition préférée. Ouais, c'est ça. Oui, en tout cas, c'est l'essence du football. Pour lui, c'est ça. Il a dit. C'est d'aller en FA Cup. Je crois que c'est la 8e ou la 9e fois d'affilée qu'ils sont qualifiés pour les quarts aussi. Oui, mais c'est une compétition qu'il aime bien, qu'il a peut-être envie de gagner, se disant que le championnat risque de lui échapper. Évidemment. Allez, un petit mot sur l'Allemagne à présent. Un mot sur la Mannschaft, Suisse-Allemagne 3-4. 2 buts et 2 assists de Wirtz. Pas mal. Super but. Oui, 2 super buts. Super but, vraiment. Des buts à la Luke Bacchio. Oui, frappe enroulée. Ouais. Et puis Allemagne-Ghana 2-1 avec un but d'une DAF. 7 sélections, 4 buts pour une DAF, Greg. Fort, bien formé à l'Union en Belgique. Pas que l'Union. Non, mais c'est... Bien mis en confiance à l'Union. Oui, voilà. Une DAF fer de lance de Stuttgart. Stuttgart qui va jouer un match important face à Dortmund samedi. On peut considérer que c'est l'affiche en Allemagne. C'est pour ça qu'on va en parler. Le 3e face au 2e avec une question qu'on peut se poser. Est-ce que Stuttgart peut mettre Dortmund en difficulté? Est-ce que Stuttgart va continuer sur sa lancée? Parce qu'on peut dire que, à part le Bayern, évidemment, c'est l'équipe du moment. C'est une équipe qui est vraiment dans une bonne dynamique. Philippe, le grand spécialiste de Stuttgart sur le plateau, c'est moi. Il les commande quasiment toutes les semaines. Donc presque. Et toi, spécialiste de Dortmund? Oui, parce que mon fils est supporter du Borussia Dortmund. Donc c'est vrai que je suis régulièrement à Dortmund. Mais Dortmund, le problème, c'est une équipe qui est complètement imprévisible. Mais cette saison, on n'a perdu que contre le Bayern en championnat. C'est ça. Donc, excuse-moi, on va parler de Dortmund dans un instant. Mais tout d'abord...
revenons à Stuttgart qui accueille donc Dortmund. Il y a 2 périodes, vraiment, regardez, il y a 2 périodes dans la saison de Stuttgart, les 13 premiers matchs qui sont plutôt moyens et les 14 suivants qui sont vraiment très bons. Et l'équipe est passée de la 6e à la 3e place. Une seule défaite en 14 matchs pour Stuttgart, c'est pas contre le Bayern, c'était à Saint-Pauli. Mais les résultats sont là quand même. Bah, ils bossent bien. Ils bossent bien. L'année passée, ils se sont classés 7e. Et il faut rappeler aussi qu'il faut vraiment, vraisemblablement, être dans le top 4 en Allemagne parce que la 5e place ne sera sans doute pas qualificative pour l'instant au niveau du coefficient. C'est l'Angleterre et l'Espagne. Ils sont à la lutte avec Leverkusen Hoffenheim, Qui ont perdu Leipzig. pas mal de points. Il faut rappeler que quand même, en l'espace de 2 journées de championnat, ils vont jouer à domicile. Ils ont joué contre Leipzig, maintenant ils vont jouer contre Dortmund. C'est des points à prendre à domicile. Donc ce match, en principe, ils n'ont que 3 points d'avance sur les autres. Donc ils peuvent... C'est encore serré. C'est encore serré. Mais les autres ont fait preuve d'irrégularité. Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, ces derniers temps, la seule équipe qui garde le rythme pour l'instant, c'est Stuttgart. C'est une bonne équipe. Alors il y a une DAV, effectivement, on en a parlé. Ça fait depuis le début de la saison, à chaque fois qu'on parle de Stuttgart, évidemment, on parle de Stuttgart, d'une DAV. 2e buteur de Bundesliga, on rappelle les chiffres quand même, 18 buts marqués. Il a marqué dans les 6 derniers matchs de Stuttgart. Mais il n'y a pas que lui. Il y a combien d'internationaux? Justement, il y en a 5. Il y a 5 dans la dernière sélection. C'est le spécialiste. Hein. C'est le spécialiste. Je sais que c'est le spécialiste. Interrompez-moi si je me trompe à un moment donné. 5 internationaux dans la dernière sélection. Le seul club allemand qui a le plus d'internationaux allemands, c'est le Bayern. Nübel, Wagnermann, Undav, Führig, Stieler. Il y a de la qualité là. Ouais, et pourtant, je vous ai fait quelques. Je n'ai que les déchets, tu comprends. Quand il veut pas faire les matchs de Stuttgart, il me les donne, il dit tiens, fais-le. Ah, t'en as fait un toi? Mais non, j'en ai fait en coupe d'Europe. Il faut rappeler qu'ils sont éliminés en Europa League quand même par Porto. Ça c'est vrai. Et donc voilà. Et pour avoir fait des matchs d'Europa League, très honnêtement, dans ces matchs-là, je me suis parfois ennuyé moi. Ouais. Donc ils sont capables de temps en temps de mettre un coup de pression sur l'adversaire, etc. Mais ils sont aussi capables d'être un peu ennuyeux de temps en temps. Non, c'est pas ce sentiment. Si, mais malgré tout, ils sont efficaces. À un certain moment. Ils sont efficaces, Ils sont c'est sûr. efficaces. Ouais. Mais j'ai le sentiment que cette équipe manque d'une référence devant. Bah, DAV. il y a une DAV. Non, mais il joue pas toujours en pointe. Hein. Il joue parfois. Oui, un il y a peu comme Demirovic attaquant, aussi. Voilà, et je ne trouve pas que, voilà, pour un club de cette envergure-là, pour aller chercher des résultats supplémentaires, il faudrait peut-être un numéro 9 un peu plus percutant, comme l'a été Guirassy dans le passé, par exemple. Tu parles de Dortmund. Ouais, ça c'est Dortmund, ouais. Oui, mais il n'était pas... non, il n'était pas à Stuttgart. C'est moi qui fais une erreur, alors. Si, il était à Stuttgart, je pense. Si mes souvenirs sont bons. Qui? Guirassy. Non? Je ne pense pas. Je vais Enfin, vérifier. soit, Je qu'importe. suis perdu. Je vais vérifier. Ça fait quelques années qu'il est à Dortmund. Ah oui, Guirassy. c'est de 3 ans. Voilà. La Coupe d'Allemagne, il ne faut pas l'oublier, ils sont toujours là aussi. Stuttgart, demi-finale. Ils vont jouer contre Fribourg le 23 avril. On rappelle que Stuttgart a gagné la Coupe la saison dernière. C'est pour ça qu'ils ont joué la Coupe d'Europe cette saison-ci. Donc c'est un match difficile, a priori, pour Dortmund, qui est quand même grec, on est d'accord, l'incontestable deuxième. Je confirme. Oui. Je confirme. Il Guirassy était- a bien il été était à l'attaquant Stuttgart. à Stuttgart. Ben oui, Oui. j'avais... Voilà. Oui. Voilà. Fin de la parenthèse. OK. Si on examine les derniers résultats entre Stuttgart et Dortmund, aucune défaite de Stuttgart face à Dortmund sur les 7 derniers matchs. 5 victoires et 2 petits partages. Et Jean-François, on en a parlé, tu te souviens du match aller, le 3-3 entre ces deux équipes-là. Là, Match- c'était du spectacle. Oui, super match qui se joue en plus dans les 10 dernières minutes. Oui. Et l'égalisation à la 91e, je pense. Donc voilà. Ah, c'est le football allemand, et ça fait la beauté du football allemand. C'est-à-dire que quand on a des matchs comme ça, des affiches comme ça, si les équipes se livrent totalement, ça peut donner de très très beaux matchs. Mais parfois, on n'a pas la qualité attendue. J'espère que dans un match comme celui-là, Stuttgart sera au rendez-vous. Il faut oublier que les joueurs voyagent, les joueurs ont été loin, les joueurs se sont baladés, la moitié a été aux États-Unis. On verra. Aldakil. Grosse déception pour moi, franchement,
sur l'année et voilà. Donc aujourd'hui, c'est une totale contre-performance sa saison là. Oui, parce que Mais il a été sujet à l'éclosion d'un jeune Allemand de 19 ans, de 20 ans, 21 ans, 19 hein. Jelch qui a explosé. Et en Allemagne, quand il y a un jeune Allemand qui explose, il a la priorité. Et donc il doit patienter. Mais en même temps, sa saison a été criblé de blessures, de problèmes, enfin voilà, donc non, pas une bonne saison pour lui. C'est dommage parce qu'on se souvient du début de saison, on l'avait eu dans cette émission et il était tellement content, surtout d'abord de ne plus être blessé et de reprendre la compétition. Et il y avait on voyait cette envie, comme pour tous, de participer à la Coupe du Monde. Bon ce sera plus que vraisemblablement pas le cas. Un mot sur Dortmund, Greg. Effectivement, c'est un club que tu connais bien parce que ton fils est un grand supporter. Oui. Voilà. Cette équipe fait une très belle saison dans un championnat normal. On l'a déjà dit aussi dans cette émission. C'est une équipe qui a un parcours de champion dans un championnat normal. Dans un championnat normal, là où il n'y a pas le Bayern. Mais cela dit, pour le moment, il y a quand même pas mal de tensions au sein de l'effectif, puisque le directeur sportif a été licencié. Il y a des joueurs qui savent déjà qu'ils ne seront pas prolongés. Oskan, sans doute Brandt et Tsule. Et alors, il y a des discussions encore en interne pour savoir est-ce qu'on va réussir à convaincre Schlotterberg à rester. Donc, c'est typique du Borussia Dortmund. C'est une équipe qui est d'une instabilité chronique. Et ça ne s'est pas amélioré avec l'année, je t'interromps, l'année où ils ont failli être champions la dernière journée. En 2000. Ça n'a fait qu'amplifier ce phénomène. On se rappelle notamment. Il y a encore un traumatisme là, tu penses ? Oui. Même dans les supporters, parce que ils en parlent encore. C'est quelque chose qui, maintenant, on n'est même plus surpris du côté de Dortmund quand Dortmund mène, je ne sais plus si c'était 4-2 à la Juventus en Ligue des Champions et qui finalement ça se termine 4-4. Alors qu'il restait 30 secondes à jouer. C'était à Saint-Pauli, c'est ça, le 2-2 à Saint-Pauli. Là aussi. Et avec Dortmund, il peut y avoir des matchs fous. Et l'exemple type de Dortmund, pour moi, c'est l'élimination en Ligue des Champions à l'Atalanta. Oui. Ça, c'est typique de Dortmund. Ils gagnent 2-0 à l'aller et ils foirent eux-mêmes le match retour. C'est pour ça que moi, je pense qu'ils sont capables... Ils sont capables d'aller gagner à Stuttgart, tout comme ils sont capables de complètement s'effondrer. Mais ils ne se sont pas encore effondrés cette saison dans le championnat allemand. Donc... Ce qui est dingue, c'est de se dire que cette équipe est un peu sous pression avec tout ce que tu expliques, etc. Alors ils ont perdu 2 fois en championnat. Oui. C'est ça qui est fou. Mais ils font beaucoup de partage. Mais tu te rends compte de l'exigence du football à ce niveau-là aujourd'hui, ça devient un truc de fou. T'es deuxième du championnat, t'as perdu 2 fois sur ta saison. Oui, il y a l'élimination à l'Atalanta qui fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais voilà. Et puis, il n'y a que la déception qui règne autour du club. C'est bizarre quand même. Oui, puis il y a des tensions, parce qu'avec c'est Fabio Silva, l'ancien joueur de Anderlecht, qui n'est pas titulaire à chaque fois. On le sent qu'il est frustré, etc. Et donc... Ça joue aussi. J'ai pas l'impression que c'est un groupe qui vit de manière très saine. Il y a un coup dur aussi dans cette équipe de Dortmund. C'est Félix Nmecha qui s'est blessé au genou. Coup dur pour eux et coup dur pour la Mannschaft. Et pour la Mannschaft aussi, puisque sa participation à la Coupe du Monde est quand même compromise. Voilà. À propos de ton fils, pourquoi Dortmund ? Alors là, il faut lui poser la question. Non, ça fait des années. Le mur jaune, peut-être. Parce que ça impressionne. Ça impressionne toujours. En tout cas, il est allé déjà plusieurs fois et c'est resté. Mais je pense que c'est un match. C'est une frustration. Déjà, ça démarre d'une frustration, je pense, d'un match perdu contre Liverpool en Ligue des Champions, où il devait passer. Puis il y a encore eu une histoire en fin de match où Dortmund se fait sortir de manière. Rocambolesque, et je pense que c'est depuis lors qu'il a eu un sentiment de... Philippe, comme on invite de temps en temps les supporters, voilà. Pourquoi pas peut-être penser une fois à l'inviter ici, voilà. Effectivement, Grégory... Thibaut, lui, il s'appelle. Thibaut Maillet. Pourquoi pas voilà, mais en fait, c'est familial, le jaune, parce que le fils, c'est Dortmund, et le père, c'est... il paraît que c'est un club qui va monter en division 1. Voilà. Qui est en train de battre tous les records en Challenger Pro League. Parce qu'il a cette particularité-là depuis toujours d'être supporter de Beveren, de Waasland, etc. Et à cause d'un gardien, on va dire, ou grâce à un gardien qui a joué au Bayern de Munich. Jean-Marie. Voilà. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Parce que,
C'est lui qui J'adorais les faisait vibrer à gardiens et l'époque. c'est lui qui, à l'époque, et donc j'ai continué à suivre le club, qui a été champion de Belgique après, sans lui. Et Oui, voilà. c'est vrai. Il y a quelques années, hein, mais c'est Ouais, vrai, c'est vrai. 84. Ok, allez, il y a d'autres joueurs dans cette équipe. J'avais noté quand même hein, dans cette équipe de Dortmund le frère Bellingham, hein, Jobe Bellingham, Brandt, Schlotterbeck dont tu as parlé. En tout cas, ce sera un match intéressant. Et Guirassy. Ouais. Et Guirassy. Bah oui, attends. Ah, ce sera le match de Guirassy. Ok. Ouais, ils ouais. ont un excellent gardien aussi, un gardien de l'équipe nationale suisse, Kobel, Ouais, c'est vrai. qui est quand même, je trouve, un des meilleurs dans le championnat d'Allemagne. Ouais, il y a Kobel du côté de Dortmund et il y a Nübel du côté de Stuttgart qui, lui, est dans le groupe de l'équipe allemande. Il a joué le dernier match amical face au Ghana. Qui commente ce match ce week-end? Je crois que c'est moi. Tu l'as noté J'ai noté. dans ton agenda? J'ai noté. Tu connais l'heure? J'ai noté. Oui. L'heure? Non, pardon, il faut le rappeler. Ben voilà, justement, on va voir le programme alors des matchs allemands de PlaySport. Fribourg-Bayern, c'est samedi, tout comme Brême-Leipzig, Stuttgart-Dortmund, 18h25, Jean-François. Attention que Leipzig n'a pas le droit à l'erreur à Brême non plus. Hein, donc, Non, parce que pression. le top 4, c'est chaud. Incontestablement, Stuttgart-Dortmund, c'est l'affiche 18h25 samedi, c'est noté. Ok, Francfort-Cologne, c'est dimanche à 17h25. Voilà, on a un petit peu fait le tour à la fois de l'actualité anglaise, allemande et de nos Diables Rouges. Merci les gars, merci Greg, c'était vraiment Merci à vous, sympa. merci de cette invitation. Tu reviens quand tu veux, Jean-François. On se retrouve très vite, évidemment. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez pas les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, X, Instagram. N'oubliez pas aussi que cette émission, Greg, tu le confirmes, elle est relayée tous les jeudis matins sur le site de Sudinfo. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de PLB Club. Bye bye.